Bienvenue, chers amis de la clé de la souveraineté, dans cette première séance enregistrée que vous trouverez soit passionnante, soit très ardue, suivant l'état d'esprit avec lequel vous l'aborderez. Alors, pour que vous la trouviez passionnante, voici ce que je vous suggère de faire. Mettez la vidéo en pause, le temps d'aller vous chercher votre boisson favorite et de vous installer confortablement à votre meilleure place. Et ensuite, regardez ce qui va suivre avec la seule intention de prendre conscience de l'incroyable miracle que vous êtes et de l'infinie puissance qui sommeille en vous. Pour profiter au maximum de cet enregistrement, vous n'aurez pas besoin de comprendre ni de retenir quoi que ce soit de ce qui va suivre. Simplement de garder en vous la formidable sensation de votre infinie grandeur, car c'est la principale intention qui m'anime en enregistrant ceci. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Le célèbre écrivain André Gide a écrit un jour, c'était il y a bien longtemps, le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Si cette citation m'a interpellé au point que je l'ai affichée pendant des années sur le palier d'entrée de notre centre de bien-être à Bruxelles, ben, c'est sans doute que je fais partie de ces insoumis. Ceci dit, avant d'avoir la prétention de vouloir changer le monde, il est nécessaire de voir si on est au moins capable de se changer soi-même. C'est ce que j'ai décidé de faire en conscience au lendemain de l'attentat du World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, en me disant que si je parvenais à m'améliorer suffisamment en tant qu'être humain, ben, ce serait au moins une personne en moins dont le monde aurait à s'occuper. Je n'aurais certes pas changé le monde, mais je l'aurais au moins amélioré un tout petit peu. Il m'a pas fallu longtemps à partir de là pour me rendre compte à quel point l'écoute régulière des médias était toxique pour moi. L'accumulation et la répétition incessante de mauvaises nouvelles ayant un impact désastreux sur mon moral. Ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte aussi à quel point beaucoup d'autres pans de mon environnement de citoyen moyen occidental m'étaient nuisibles, car porteurs de toutes sortes d'informations erronées sur ma réalité. J'ai fini par me dire qu'à peu près tout ce que j'avais appris sur l'être humain et son environnement était à remettre en question. Quelques exemples. Nos origines d'être humain. Descendant de l'homme de Cro-Magnon, lui-même descendant du singe, avec une impossibilité non résolue en 150 ans d'existence de cette théorie, impossibilité désignée par l'expression le chaînon manquant. Autre exemple, notre constitution d'être vivant, limitée au corps physique par la science officielle, qui continue à ignorer l'existence des centres d'énergie, les chakras, les méridiens d'énergie, car ils ne peuvent pas être mesurés par des appareils réglementaires de la science. Autre exemple, la physique théorique enseignée dans toutes les universités de la planète, qui ignore toujours depuis près de 100 ans comment expliquer les forces fortes, c'est-à-dire la gravité, et les forces faibles, c'est-à-dire l'attraction d'un électron par le noyau de l'atome, par exemple, dans un seul et même modèle. Heureusement, un physicien autodidacte de génie, Nassim Haramein, indépendant du monde académique, a résolu cette énigme, prouvant ainsi l'indigence, ou alors la volonté de cacher, de la science conventionnelle malgré ses moyens financiers disproportionnés. Notre histoire, encore un exemple qui nous fait remonter à l'Égypte pour nos racines les plus anciennes, ignorant l'existence de nos prédécesseurs, les Atlantes, et ce, malgré la découverte d'un nombre incalculable de vestiges de leur civilisation au fond de l'Atlantique. Et je pourrais passer une journée entière à énumérer des exemples de ce type. Alors, où est-ce que je veux en venir? Notre objectif commun, c'est de retrouver le chemin de notre souveraineté de citoyens cosmiques libres. Et pour ça, nous devons commencer par savoir ce que nous sommes vraiment et dans quel monde nous vivons réellement, dans quel jeu planétaire et cosmique nous sommes embarqués. Et une fois que nous y voyons plus clair, comment agir pour regagner notre souveraineté. Lorsqu'on est perdu au milieu des bois avec, avec seulement une carte et une boussole, la première chose à faire avant de décider de la direction à prendre, c'est de retrouver notre position sur la carte. Sans cela, il n'y a aucun moyen fiable de retrouver le bon chemin vers notre destination finale. Or, au stade où nous en sommes aujourd'hui, nous ne pouvons plus compter uniquement sur les versions officielles, entre guillemets, qui nous sont fournies pour expliquer tout ce qui régit notre vie
est celle des 7 ou 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Et fournie par qui, ces informations? Uniquement par ceux et celles qui se sont positionnés pour gouverner notre monde. Ça veut dire que toutes les sciences conventionnelles, les religions, les lois, les constitutions, les systèmes éducatifs, etc., sont donc tous à remettre en question, soit parce qu'ils ne véhiculent pas la vérité, soit parce qu'ils ont échoué à conduire l'humanité à vivre dans la paix, le bien-être et l'harmonie, soit les deux en même temps. Alors à ce stade, avant de perdre la moitié d'entre vous à cause de tout ce que je viens de dire, car ça heurterait trop frontalement certaines croyances, je vous dois de faire la mise au point suivante. Françoise et moi ne sommes pas du tout ici pour vous imposer nos pensées, nos croyances ou nos points de vue sur la vie ou sur le monde. Nous sommes ici car nous sommes des chercheurs de vérité, en toute humilité, et que cela fait partie de notre chemin de vie de partager nos découvertes et nos expériences personnelles. Si vous êtes là, c'est que vous êtes aussi toutes et tous des chercheurs de vérité, et vous êtes donc responsables à chaque instant des informations et des pensées que vous acceptez, ou au contraire que vous repoussez. Dans les deux cas, les conséquences de votre choix pourront être soit de favoriser, soit de freiner votre cheminement vers la souveraineté. Cela étant dit, la raison pour laquelle nous sommes conduits à remettre en question tout ce qu'on nous a appris est que pour avancer dans notre quête personnelle de souveraineté, nous avons besoin de trouver d'autres fondations plus saines, plus solides et plus respectueuses de notre vraie nature que ce que la société nous a proposé jusqu'à ce jour. Dans cette démarche d'ouverture et d'exploration, il va être essentiel, évidemment, de toujours maintenir une connexion consciente avec le cœur. Prendre le temps de ressentir si les informations reçues résonnent véritablement en nous. Ce ressenti intérieur est notre guide ultime qui nous permet de discerner ce qui sonne juste pour nous. En parallèle, observez les pensées qui émergent de la vieille empreinte mentale, cette voix du mental conditionnée par les enseignements passés. Notez comment elle réagit face aux nouvelles informations. Cherche-t-elle à rejeter instantanément ce qui remet en question ses repères? Vous êtes seul, vous seul êtes en mesure de prendre du recul et de distinguer ce qui relève pour vous de l'automatisme et ce qui s'appuie sur une réflexion libre et éclairée de votre part. En dernier ressort, souvenez-vous que vous êtes seul responsable des connaissances que vous choisissez d'intégrer à votre référentiel et de celles que vous décidez d'écarter. Albert Einstein a dit un jour, la vraie folie, c'est de croire que nous pouvons changer tout en continuant à faire toujours la même chose. Nous pourrions aussi dire en continuant à entretenir toujours les mêmes croyances, puisque nos actions, vous le savez, sont le pur effet de nos croyances. Nous allons donc vous proposer pour la suite un nouveau référentiel, nouveau par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'apprendre, mais très ancien par son existence, puisqu'on en retrouve les traces dans les traditions et les textes les plus anciens, le Mahabharata, les manuscrits de la mer Morte, les pratiques esséniennes et bien d'autres choses encore. Et aussi, on retrouve traces assez souvent dans différents termes et expressions de notre vie courante, comme vous allez le constater dans quelques instants. Tous ces enseignements, les enseignements de ce référentiel, appelés enseignements de la liberté et sciences kélontiques, ont été régulièrement transmis aux humains à chaque période charnière de leur véritable histoire, et non l'histoire enseignée dans nos écoles. Transmises par leurs gardiens. Et oui, nous avons des gardiens qui veillent sur nous, qui s'appuient à chaque fois sur 2 ou 3 porte-paroles humains. Pour des raisons qui seraient trop longues à évoquer ici, les enseignements ont été systématiquement déformés, cachés ou détruits à chaque fois qu'ils apparaissaient. Leur avant-dernière apparition date d'il y a 2130 ans, ce qui a conduit à l'émergence de l'ère chrétienne. Hélas, comme à chaque fois, ils ont été falsifiés très rapidement par le pouvoir en place. À l'époque, c'était l'Empire romain, qui était en fait l'équivalent de notre État profond d'aujourd'hui, détournés dans un but évidemment de pouvoir et de domination, pendant que quelques groupes d'humains éclairés, dont les Esséniens par exemple, tentaient de les propager tout en les protégeant. Alors, ces enseignements sont réapparus récemment, vers 1995,
indiquant donc bien que nous sommes à nouveau à un tournant de l'histoire humaine. Et ces enseignements ont été diffusés par une porte-parole américaine du nom de Ashayana Dehan et par son mari. Et comme d'habitude, ils ont très vite fait l'objet d'une persécution systématique. Heureusement, cette fois-ci, il y avait l'outil Internet qui a permis une mise à l'abri plus efficace des enseignements, car des milliers de personnes dans le monde entier ont eu accès à ces enseignements et ont pu, dès le début, les mettre à l'abri des inquisiteurs. C'est ce qui m'a permis, finalement, de les découvrir à mon tour et d'en prendre connaissance pour la première fois en 2023, à la fin de la période Covid, après plusieurs mois de patiente recherche. Alors aujourd'hui, j'ai retrouvé la trace d'Ashayana Dehan qui poursuit son travail sous la forme d'actions directes de restauration des grilles énergétiques planétaires avec quelques centaines de personnes éparpillées dans le monde et dont Françoise et moi faisons partie. Le noyau principal de ces enseignements de la liberté est, je vous le confirme, une énorme bouffée d'oxygène par leur clarté et leur capacité à expliquer de manière convaincante tous les phénomènes, sans exception, que notre science officielle a mis sous le tapis, car n'arrivant pas à les faire coller à ces théories établies. Alors il est temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Et voici la première affirmation que je vais soumettre à l'épreuve de votre intuition. Vous êtes plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous ne le croyez. En fait, vous êtes tout simplement omniscient, omnipotent et omniprésent. L'ennui, c'est que vous manquez pour l'instant cruellement de points de repère pour pouvoir ajuster vos croyances en ce sens. Et donc, vous n'avez qu'un usage extrêmement limité de votre puissance. Vous verrez à la fin de cette formation que ce que vous avez à faire pour retrouver progressivement ce pouvoir illimité qui est en vous, eh bien, c'est très simple et qu'en plus, vous le savez déjà. Donc, notre but, en partageant avec vous les informations qui vont suivre, est de vous donner ces points de repère et d'allumer en vous la foi que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour retrouver votre statut d'être humain souverain et libre au service du divin. Lorsque nous étions élèves, nous avons spontanément accepté tout ce que l'on nous enseignait comme étant vrai, sans nous interroger sur la validité de ces connaissances. En un sens, nous avons supposé, parfois sans nous en rendre compte, que d'autres personnes compétentes avaient déjà vérifié ces informations à notre place. Mais en réalité, nous ne savons pas si cette validation a réellement eu lieu, ni même si ces experts ne se sont pas trompés. Qui peut affirmer que leur conclusion était exacte? À partir de là, nous avons développé le réflexe conditionné de rejeter sans réfléchir ni remettre en cause tout ce qui contredit les matières que nous avions apprises. De cette manière, nous nous sommes fermés à l'idée de quitter le cadre imposé par ces enseignements, même si certains d'entre eux pourraient être erronés. Nous gardons donc souvent inconsciemment un esprit fermé à toute nouveauté qui ébranlerait nos connaissances antérieures. Mon invitation est donc de prendre conscience de ce mécanisme, puis d'écouter ce qui va suivre avec ouverture d'esprit et sens critique, tout en conservant la liberté de vérifier les informations par vous-même en consultant d'autres sources. La substance fondamentale de l'univers est conscience. Oui, la science kélentique postule que la substance fondamentale de l'univers est la conscience, et elle décrit la conscience comme étant créée sous la forme d'un ordre naturel de relations énergétiques, des champs d'ondes scalaires dont chaque point est un point de conscience appelé partikey, une onde scalaire stationnaire vibrant et oscillant à une fréquence déterminée, tous les partikey étant en relation les uns avec les autres. Du fait de leur nature oscillante et vibratoire, les champs d'ondes scalaires formés par la juxtaposition des partikey sont donc des sources émettrices et réceptrices d'énergie. Et cela nous conduit à l'observation que la conscience est aussi énergie et que l'énergie est consciente. C'est ce que Wallace Wattles désignait par substance pensante dans ses écrits. Et aussi le principe décrit par Charles Haanel dans La clé de la maîtrise. Je relis le paragraphe 1, 24 pour vous.
Tout le monde admet qu'il y a un principe ou conscience qui infiltre l'univers tout entier, occupe tout l'espace et est identique par nature en chaque point de sa présence. Il est tout-puissant, toute sagesse est toujours présent, toute pensée et toute chose sont en lui. Il est tout en tout. Alors, vous noterez en passant que ce n'est pas exactement ce que nous avons appris à l'école, n'est-ce pas? Donc, l'univers est totalement rempli de particules en perpétuelles interactions et cela crée ce qu'on appelle des champs morphogénétiques, servant de base à la création de toutes les formes de vie existantes dans l'univers. Un photon, un électron, un atome, une molécule, un brin d'herbe, un chat, un être humain, une montagne, une planète, une étoile, une galaxie, etc. Alors, la densité de particules dépasse toute capacité humaine de compréhension. À titre d'exemple, un photon contient à lui seul 800 milliards de particules, ce qui met la taille d'un particule à celle calculée par Nassim Haramein de ce qu'il appelle la particule de Planck et qu'il a calculée comme étant la plus petite unité de matière possible dans l'univers. C'est pourquoi nous savons aujourd'hui qu'il y a une quantité phénoménale d'énergie dans chaque centimètre cube d'espace, et donc que la notion de pénurie d'énergie entretenue au-dessus de nos têtes est une complète fumisterie. Mais fermons cette parenthèse. Voyons cette matrice temporelle à 15 dimensions dont nous allons parler maintenant. La manière dont les particules interagissent et s'organisent entre elles répond à des règles précises qui pourraient relever des mathématiques et de la géométrie. C'est ainsi qu'à la base de tout champ morphogénétique, pour n'importe quelle entité de l'univers, se trouve un agencement précis de particules appelé la grille Katara. Tout ce qui existe dans l'univers est basé sur cette forme composée de grille Katara dans laquelle l'agencement des particules est toujours le même. Alors une grille Katara, s'appelle un arbre de vie, est composé d'une douzaine de centres. Chaque centre correspondant, on va le voir, à une dimension de notre matrice temporelle et les connexions entre les points ainsi que les centres sont tous formés et toutes formées de ces agencements de particules et de ces champs morphogénétiques. On va revenir sur l'utilisation, le fonctionnement de la grille Katara dans un instant. Dès que deux entités entrent en relation et échangent de l'énergie, ça peut être deux humains, un humain et un arbre, un petit oiseau et une branche, etc. Tout ça, toute interaction se ramène toujours évidemment à des échanges d'énergie, puisque rien d'autre n'existe que la conscience énergie. Eh bien, quand deux entités entrent donc en relation et échangent de l'énergie, cela signifie qu'elles ont mis des éléments de leur grille Katara respective en commun. Par exemple, si un humain veut entrer en contact direct avec la Terre, par exemple en son centre, eh bien, il va mettre le premier centre de sa grille Katara en contact avec le centre correspondant de la grille Katara de la Terre. Alors, comment fait-on cela concrètement? Il y a différentes manières, mais l'une d'elles, c'est par exemple de recourir à un symbole géométrique, une étoile à 6 branches, d'une couleur déterminée et à la visualisation. Nous visualisons notre étoile à 6 branches, imprégnée de notre énergie, et nous la visualisons descendre jusqu'au centre de la Terre et s'imprégner de l'énergie spécifique du lieu. Puis, nous ressentons cette énergie remonter jusqu'à nous. Alors, ça peut paraître abstrait à ceux qui n'ont encore jamais eu recours à ce genre d'exercice, mais je vous assure qu'il n'y a rien de plus réel et concret que l'énergie qui imprègne toutes les cellules dès que vous avez levé en vous les croyances limitantes héritées de notre éducation matérialiste. Sachez que chacune de vos pensées, chaque image qui se forme dans votre tête est constituée d'un ensemble de particules de conscience, donc de particules de même nature que les particules formant la chaise sur laquelle vous êtes assis ou le t-shirt que vous portez. Les seules différences sont les niveaux de fréquence qui animent les particules de ces différents éléments. Pour le reste, répétons-le, chacune de vos pensées est un objet concret qui prend forme dans l'univers.
Tournons-nous maintenant vers un petit instant vers l'environnement dans lequel nous évoluons à l'échelle cosmique. Pourquoi devons-nous élargir autant notre champ de vision? Car, comme vous allez le découvrir, chaque être humain existe et possède des éléments concrets de son anatomie à tous les étages de l'univers. Quels sont ces étages? La science kélontique désigne et décrit notre univers connu comme une matrice spatio-temporelle à 15 dimensions. Il y a plein de choses à comprendre dans cette expression, mais nous allons nous en tenir à l'essentiel. Et rien que cela, vous allez le voir, va déjà nous en apprendre beaucoup plus que ce que nous avons jamais appris à l'école. D'abord, il s'agit d'une matrice, ce qui évoque un aspect régulier, répétitif, mathématique ou géométrique. Et de fait, la base de cette matrice est une grille Katara, qui est reliée à d'autres grilles Katara, des matrices voisines, le tout formant un grand univers. Voilà à quoi cela ressemble, vu du haut, si je puis dire. Nous avons ici une juxtaposition d'un grand nombre de grilles Katara qui représentent des univers. Alors, pour faire court, notre univers à nous se trouve, pour regarder à l'écran la petite flèche verte, j'entoure notre univers à nous, notre matrice temporelle qui englobe la totalité de l'univers connu que nous connaissons, qui est à la portée de nos télescopes, etc. Tout le reste, ce sont d'autres univers avec lesquels nous sommes en relation directe ou indirecte. Ça vous donne un petit peu la dimension, l'ampleur de ce dans quoi nous évoluons. Alors, cet agencement de gris cataracte que nous voyons au niveau macroscopique existe de façon parfaitement identique jusqu'au niveau microscopique. C'est ainsi que chacune de nos cellules, et à l'intérieur de chaque cellule, chacune de nos mitochondries, et ainsi de suite, sont organisées autour de leurs grilles Katara respectives. C'est la magie de la création et le moyen que celle-ci a trouvé pour garder chacune des moindres parcelles de l'univers en contact avec le tout. Alors, l'étymologie du mot Katara est la suivante. Ka veut dire lumière, Ta veut dire son et Ra veut dire un. Le son et la lumière sont produits tous les deux par les oscillations-vibrations des particules, dont l'état passe alternativement de l'un à l'autre en permanence et à l'infini. Les niveaux de fréquence auxquels différents groupes de particules oscillent et vibrent ensemble déterminent des couches ou des bandes de fréquences dans notre univers, et nous appelons ces bandes de fréquences des dimensions. Notre univers, je l'ai dit, contient 15 dimensions, dont seules les 12 premières sont dimensionnalisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent contenir des formes grâce à la construction de champs morphogénétiques, qui sont des assemblages coordonnés de particules autour de grilles Katara. Les dimensions hautes contiennent les champs aux plus hautes fréquences, les dimensions basses contenant les champs de plus basse fréquence. Par exemple, la matière qui est l'apanage de nos dimensions D1 à D3. Vous avez à l'écran une représentation d'une matrice de notre matrice spatio-temporelle à 15 dimensions. Les dimensions sont représentées de 1 à 8 dans la partie basse de l'ovale, de l'ellipse que vous avez sous les yeux, et les dimensions supérieures de 9 à 15 sont dans la partie supérieure. Vous voyez par exemple que ça nous met en contact la dimension D1 avec la dimension D15, il y a une interface entre les deux, de même entre D2 et D14, et ainsi de suite. On ne va pas creuser, mais c'est intéressant de le noter, en tout cas. Alors, les dimensions sont toujours regroupées par 3, et chaque groupe de 3 dimensions forme ce qu'on appelle un univers harmonique. HU pour Harmonic Universe, HU1, 2, 3, 4 et 5. Donc notre matrice spatio-temporelle contient 5 univers harmoniques, dont les 4 premiers sont des dimensions dimensionnalisées, c'est-à-dire pouvant contenir des formes, alors que les 3 dernières couches sont, on va dire, de la conscience pure, il n'y a pas de forme, ce sont ce qu'on appelle en termes un peu techniques des gestalts. Alors,
toutes les formes qui émanent dans les dimensions 12 jusqu'à 1 émanent toutes à la base, au départ, de ces trois dimensions supérieures, 13, 14 et 15. Et c'est pourquoi, en fait, on pourrait en quelque sorte les considérer comme l'antichambre du royaume de Dieu, si on veut parler un petit peu ésotérique. Voilà. Alors, la science kénontique contient des volumes entiers d'informations, évidemment, concernant la structure et l'organisation des matrices spatio-temporelles, mais il n'est évidemment pas nécessaire d'y entrer, bon, sauf si c'est quelque chose qui vous passionne, bien sûr, tout comme nous n'avons pas besoin non plus d'assimiler les théories d'Einstein sur la relativité pour comprendre les retombées pratiques de la gravité dans notre existence. Par contre, en connaître l'existence et en comprendre les principes de base nous a permis des avancées technologiques colossales tout au long de l'histoire humaine. Regardez par exemple simplement l'aviation. Jusqu'à aujourd'hui, où la conscience humaine est arrivée au stade où nous pouvons imaginer des dispositifs technologiques qui nous permettent même de dompter la gravité dans notre environnement quotidien. Et il en va de même sur les notions qui régissent les matrices spatio-temporelles. Il n'est pas nécessaire non plus d'entrer dans la compréhension détaillée de leur fonctionnement, ce qui vous emmènerait très très loin, je vous le garantis, mais il est important à la base d'en connaître au moins l'existence, la structure de base et comment cela affecte notre vie d'être humain incarné. Donc, voici en résumé ce que nous avons à savoir de plus important vis-à-vis de la notion de matrice spatio-temporelle. Chaque dimension contient des parties qui, oscillant et vibrant dans une certaine bande de fréquences, en allant des fréquences les plus basses aux plus hautes, je vous l'ai dit, au fur et à mesure que nous montons dans les dimensions. Les 15 dimensions de la matrice spatio-temporelle sont divisées en 5 groupes de 3 dimensions, je l'ai dit aussi, appelés les univers harmoniques. Et les dimensions sont séparées les unes des autres par des espèces de joints d'étanchéité pour éviter que les fréquences ne se mélangent en créant du chaos. Et il y a des joints d'étanchéité plus importants entre chaque univers harmonique aussi. Vous verrez que ceci va devenir important lorsqu'on va s'intéresser à l'anatomie énergétique humaine. Un dernier aspect dans la notion de matrice spatio-temporelle, c'est la juxtaposition de l'espace et du temps. Vous devrez bientôt vous faire à l'idée centrale que l'espace et le temps sont de nature parfaitement identiques. Mais nous n'allons pas aborder ce sujet pour l'instant pour ne pas trop alourdir le bateau, et nous y reviendrons dans l'une des prochaines séances. Abordons maintenant l'anatomie énergétique humaine. Un être humain est à la base une conscience incarnée dans un corps humain. Nous avons l'habitude de désigner notre partie incarnée, à savoir notre corps physique et les énergies primaires qui l'entourent, l'aura, le corps émotionnel et le corps mental. On désigne cela d'habitude par une personne ou la personnalité. Au-dessus de cette identité de base se trouvent 4 autres niveaux d'identité, dont certains vous sont déjà connus, mais peut-être pas tout à fait avec la bonne compréhension. Alors, ces niveaux d'identité supérieurs sont respectivement l'âme, la surâme, l'avatar et le rishi. Pour l'instant, la plupart des êtres humains ont leur conscience éveillée localisée au premier niveau d'identité, la personnalité. Une petite fraction des êtres humains est en route pour intégrer le deuxième niveau d'identité dans leur conscience éveillée, l'âme. Et quelques êtres humains qui se comptent sur les doigts d'une main ont la conscience éveillée qui se situe au niveau de leur surâme ou de leur avatar. Vous noterez que l'âme, par exemple, n'est donc pas une notion floue qui concerne surtout la religion ou quelques pratiques ésotériques réservées à des initiés, mais une notion concrète, strictement identifiée et délimitée par la science kélontique et dont nous devons donc nous préoccuper individuellement si nous voulons avancer dans notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Il y a 5 niveaux d'identité pour l'être humain, exactement comme il y a, comme par hasard, 5 univers harmoniques dans notre matrice spatio-temporelle. Et chaque niveau d'identité correspond donc à à un univers harmonique. Nous avons donc
les correspondances suivantes. Elles sont indiquées sur l'image. La personnalité correspond à l'univers harmonique numéro 1, les densités, les dimensions 1 à 3. L'âme correspond aux dimensions 4, 5, 6, c'est-à-dire le deuxième univers harmonique. La surâme correspond aux dimensions 7, 8, 9, troisième univers harmonique. L'avatar correspond aux dimensions 10, 11, 12, quatrième univers harmonique. Et le rishi correspond aux dimensions 13, 14, 15, le cinquième univers harmonique. Alors, au niveau détaillé, il y a aussi une sous-identité associée à chaque dimension. Le lien entre les deux, c'est le niveau de fréquence auquel fonctionne la sous-identité. Vous avez ici sous les yeux à nouveau le tableau. Alors, on retrouve dans ce tableau, nous allons rapidement les lire ensemble, une douzaine de niveaux. Au niveau incarné, nous avons le subconscient, le niveau instinctif et puis le niveau raisonnement. Ça, c'est les trois premières dimensions. À partir du quatrième, on a le niveau astral, la sous-identité archétype, et puis angélique, et puis kétérique, monadique, kériatique, christiaque, bouddhique et nirvanique. Et à partir de la 13e dimension, là, nous sortons des dimensions dimensionnalisées et nous rentrons dans l'esprit pur de la conscience universelle. Il y a encore des couches bien au-delà, évidemment. On ne va pas les explorer parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mais c'est le domaine là des maîtres ascensionnés. Et encore plus haut, vous arrivez de plus en plus proche de la source, évidemment. Alors, tout comme l'anatomie du corps humain devient complexe lorsqu'on s'y plonge en détail, c'est exactement pareil pour notre anatomie énergétique. Je vais donc vous en donner un aperçu, essentiellement pour que vous ayez une base suffisante pour comprendre les autres éléments importants de ce que vous êtes vraiment, ou peut-être même pas besoin de les comprendre, mais de les ressentir, et de comment vous fonctionnez au-delà du milieu étroit de votre corps physique et de votre mental ego. Alors voyons d'abord les fondations. Sur quel squelette énergétique repose la conscience qui constitue notre être? Ce squelette, ces fondations donc sont les suivantes. Une grille Katara qui s'intègre dans notre être incarné, en tout cas qui se relie dans notre être incarné de la manière représentée ici. Il y a ensuite un axe énergétique qui s'appelle la ligne du Hara, dont la base est au centre de la Terre, et le sommet se trouve dans un lieu précis de la galaxie d'Andromède qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière d'ici. Ensuite, nous avons, toujours dans cette structure de base de notre anatomie, 5 corps, ce qu'on appelle des corps OVA, H-O-V-A. Un corps dans chaque univers harmonique. Ici, à l'écran, il n'y en a que 4 qui sont représentés, les 4 premiers, des 4 premiers univers harmoniques, chacun de ces corps assurant les fonctions propres au niveau d'identité correspondant et étant ancré dans le champ morphogénétique sous la forme de boucliers d'énergie, c'est cela qu'on a représenté ici, et qui sont d'ailleurs parfaitement repérables et tangibles pour les personnes qui ont développé une sensibilité aux énergies. Et donc, ces boucliers ont comme fonction principale d'assurer l'étanchéité entre les fréquences des différents univers harmoniques. Ces corps se nomment respectivement donc les corps Ova, le Mahara, dont on commence par le premier, le Nada, ensuite le Alfi Ova, le Becha Ova, le Mahara Ova. Alors, sur ces fondations viennent se greffer des organes plus subtils dont les rôles vont être de réguler la circulation et les échanges d'énergie entre les différentes couches de fréquences, ce qui va permettre notamment le fonctionnement de nos sens, la régulation de nos organes physiques, principalement d'ailleurs par l'intermédiaire de notre système glandulaire, le mécanisme d'accrétion de fréquence, donc d'élévation de conscience, de fréquence, qui est en fait le moyen naturel d'élever notre conscience éveillée sur l'échelle des 15 dimensions, et donc d'accéder progressivement
à l'usage conscient de nos différents niveaux d'identité. Et beaucoup d'autres choses aussi sont régulées, qui sont liées en finalité au fonctionnement harmonieux entre tous nos niveaux d'identité, au fur et à mesure que notre conscience éveillée s'élève dans les dimensions. Alors, après ce aperçu rapide du premier niveau de notre anatomie, celle qui est la plus proche finalement de la structure en partie qui du champ morphogénétique, il y a deux autres niveaux à découvrir avant d'en arriver à notre système glandulaire et notre anatomie biologique. Mais avant de poursuivre la description de notre anatomie énergétique, j'ai besoin, à ce stade, de faire une courte digression pour vous décrire brièvement un mécanisme fondamental à percevoir pour la suite, qui est la manière dont la conscience se dimensionnalise, c'est-à-dire se transforme en forme concrète depuis les hautes dimensions 13, 14 et 15 vers les dimensions inférieures de D12 jusqu'à D1. Alors, restez bien avec moi, ça va être bref, je vous le promets. Chaque partie qui est une onde scalaire stationnaire qui s'allume et qui s'éteint alternativement à une fréquence déterminée suivant la dimension dans laquelle elle se trouve. À partir de la D12 et pour toutes les dimensions inférieures, les parties qui se combinent entre elles pour former des ensembles appelés des chylons, des sortes de structures cristallines à base de particles et produisant ensemble des lignes de flash dans lesquelles les particles s'allument et s'éteignent en séquence. Un petit peu, si vous voulez, à la manière des guirlandes de Noël ou comme dans les appareils produisant des hologrammes. Chaque élément de notre anatomie énergétique est formé par des ensembles cohérents de lignes flash qui se coordonnent pour former l'élément en question dans le champ morphogénétique. Voilà. Alors, cela dit, poursuivons maintenant notre exploration de l'anatomie énergétique humaine. Le deuxième niveau de notre anatomie est formé par ce qu'on appelle les sceaux de cristal. Le terme sceau, S-C-E-A-U, est à prendre comme un sceau que l'on apposait avant, à la cire dans l'ancien temps, un sceau qu'on apposait à la cire pour fermer une lettre, par exemple. Et il y a donc l'idée de fermer hermétiquement un contenant pour éviter que ce qu'il contient ne s'en échappe. Ici, eh bien, chaque sceau a pour rôle de réguler les flux de fréquences entre deux bandes de fréquences, entre deux dimensions. Nous avons en tout 15 sceaux de cristal qui sont tous alignés verticalement le long de la ligne du hara, dans laquelle d'ailleurs circule le courant central du corps. Les sceaux de cristal portent des noms qui sont associés à leur rôle particulier et aussi à leur positionnement sur la ligne du hara. Alors je vous prends simplement quelques exemples. Il n'est bien sûr pas nécessaire de retenir tout ça, c'est juste pour vous donner un feeling. On a, par exemple, le sceau numéro 12, on l'appelle l'étoile galactique. Et ce sceau est situé sur la ligne du hara à environ 90 cm au-dessus de notre tête. Il est associé aux fréquences des dimensions 11 et 12, qui sont celles de l'univers harmonique numéro 4. Et c'est visible pour les personnes qui ont leur sens élevé de perception, leur HSP, comme on dit, suffisamment développé. Donc ce point est visible comme un point lumineux de couleur blanc-argent, d'où émane un cône inversé d'énergie blanc-argent-or à hauteur du 14e chakra. Donc il se trouve, comme je l'ai dit, à peu près à 90 cm au-dessus de la tête. Alors, l'étoile galactique, c'est le point d'ancrage de l'identité de l'avatar dans le champ bioénergétique. Un autre exemple, c'est le troisième sceau. Le troisième sceau de cristal est appelé l'étoile solaire et est associé aux fréquences des deuxième et troisième dimensions. Il est localisé juste en dessous du hara et il est visible par les gens sensibles comme un point de lumière jaune, un point de lumière diffuse jaune, orange, rouge, le long de la ligne du hara, je l'ai dit. Il représente le point d'ancrage de l'identité incarnée qui s'ancre donc dans le corps. Alors le sixième sceau s'appelle l'étoile de l'âme et lui est situé aux environs du thymus dans notre organisme, dans notre corps. Il est associé aux dimensions 5 et 6
Il est visible comme une lumière diffuse, bleu, violet, blanc, le long de la ligne du hara. Et lui, il est associé au complexe du thymus qui contrôle les équilibres des systèmes glandulaires entre les glandes pinéales, thyroïdes et pituitaires, ainsi que les impulsions électrochimiques entre le cerveau et les différents organes du corps via le thymus. Alors, un dernier exemple, le sceau numéro 9, seau de cristal numéro 9 qu'on appelle l'étoile centrale. Lui est situé environ 5 centimètres sous le nombril et il apparaît comme une petite boule d'énergie dorée en huitième dimension qui est enrobée d'une fine membrane argentée et on l'appelle le Tantien ou le centre Hara. Alors ce centre est associé au complexe du thalamus dont la principale mission est de réguler les fonctions cérébrales. Voilà, alors je ne vais pas énumérer les fonctions des 15 sceaux de cristal, ceci était juste pour vous donner une idée des rôles et de la complexité de notre anatomie énergétique. Et ce n'est pas encore tout à fait terminé, car il y a un troisième niveau de composants à notre anatomie énergétique qu'on appelle les points diodiques. Ce sont des mini-vortex d'énergie qui se forment à l'intersection de lignes de flash émanant de deux corps ovins différents et qui se croisent régulièrement durant leur séquence d'allumage respective. Ce sont en fait des micro-trous blancs, donc l'opposé de trous noirs, formant des portails répartis sur l'ensemble de notre anatomie et qui permettent à l'énergie conscience de circuler de manière régulée entre nos différents niveaux d'identité. Alors dit autrement, les points diodiques sont des zones concentrées d'énergie qui jouent le rôle de modulateurs de fréquence et qui sont localisées au croisement entre les différentes dimensions et qui permettent la pénétration de l'énergie conscience d'un niveau d'identité à un autre. En quelque sorte, c'est ce qui pourrait, par exemple, vous fournir l'intuition. Quand vous avez une intuition, ben, c'est de l'énergie qui est passée de vos identités supérieures vers votre personnalité. Au niveau du corps physique, les points diodiques jouent aussi le rôle d'intermédiaire entre les spectres d'ondes émis par l'ADN et l'ARN et nos champs bioénergétiques. C'est ainsi que lorsqu'il y a des distorsions ou des blocages dans notre grille Katara, par exemple des séquences de lignes flash qui sont plus correctement synchronisées entre elles, eh bien, ces blocages se retrouvent dans les points diodiques et se propagent par ce biais jusque dans le corps physique. Alors, en complément des points diodiques et des sceaux de cristal, nous avons, enfin, je termine là-dessus, un ensemble de chakras. Et eux aussi sont répartis sur notre axe central, la ligne du hara. Un chakra, en fait, c'est à la base un grand point de vortex qui combine plusieurs petits vortex qui sont en fait des points diodiques. Il y a un chakra par dimension, donc 15 chakras, et le rôle des chakras est aussi de réguler le flux d'énergie conscience entre les différents niveaux de champs auriques émis par nos corps ovas. Ceci a pour effet de maintenir nos différents niveaux d'identité séparés, le temps que nous puissions expérimenter chacun de ces niveaux dans toutes leurs manifestations. Un chakra, en fait, ça apparaît dans le champ bioénergétique comme deux cônes d'énergie en spirale, hein, connectés avec leurs pointes sur le courant central du corps. Là aussi, les gens qui ont développé une sensibilité suffisante peuvent facilement ressentir les énergies qui sont émises par les différents chakras. Bon, les chakras 2 à 6, hein, ils sont horizontaux et les chakras 1 et 7 sont orientés vers le haut. Et puis il y a encore les 8 et 9, hein, les chakras morphogénétiques, mais je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour vous donner un feeling, comme je l'ai dit. Chaque chakra, en tout cas, a pour rôle de gérer les échanges d'énergie entre notre structure anatomique et le champ unifié dans la dimension qui lui correspond. C'est pour ça que chacun des chakras porte la couleur de la dimension à laquelle il est associé. Le 1, dimension 1, c'est le rouge, et ça correspond évidemment aussi à des bandes de fréquences, hein. Vous savez, les couleurs, c'est des fréquences. Voilà, donc euh, le deuxième est orange, le troisième chakra jaune, etc. Ici encore, je termine là-dessus, la mécanique de fonctionnement des chakras et la synchronisation entre eux et avec les autres éléments de notre anatomie, c'est quelque chose d'incroyablement complexe et sophistiqué. Et je ne vais évidemment pas vous noyer avec ça.
Alors, terminons par le rôle crucial de notre ADN. Tous les éléments de notre anatomie énergétique correspondent à des aspects spécifiques de la structure et des fonctions de notre ADN. Ici encore, le modèle de l'ADN humain est construit sur une structure à 12 brins correspondant aux 12 premières dimensions de notre matrice spatio-temporelle. Ce modèle original de l'ADN humain est appelé la matrice de silicate. Il s'agit en fait d'une configuration d'ondes scalaires à 12 brins qui permet la transmutation progressive de notre structure moléculaire actuelle à base carbonée dans ce premier univers harmonique, D1 à D3 donc, vers les structures à base de silicate des univers harmoniques supérieurs. Il faut savoir que notre forme humaine est conçue pour s'éveiller aux 12 premières dimensions de conscience et aussi pour traverser une complète transmutation cellulaire à travers les 4 univers harmoniques qui englobent ces 12 dimensions, avec les densités de matière qui leur correspondent, c'est-à-dire du plus dense dans notre premier univers harmonique actuel, là où nous sommes, jusqu'au plus éthéré dans le 4e univers harmonique, et tout cela dans une seule vie terrestre. Ce processus de transmutation cellulaire est dirigé par la conscience sur base de codes génétiques en bon état. Ce processus s'appelle l'ascension, qui est donc une expansion de la conscience éveillée, vers les dimensions supérieures. C'est donc un phénomène bien concret et non pas un vague concept religieux ou ésotérique comme on a réussi à nous le faire croire pendant trop longtemps. L'activation progressive de la matrice de silicate au sein du code génétique, au fur et à mesure du processus d'ascension, provoque la croissance du champ Merkaba dans le champ bioénergétique. Pour que l'élévation de conscience et la transmutation cellulaire puissent se dérouler normalement, il faut que le brin d'ADN correspondant à la nouvelle entité, c'est-à-dire la nouvelle identité, c'est-à-dire la nouvelle dimension, puisse s'activer. Alors, ceci est évidemment vital, acquérir la connaissance des conditions permettant à nos brins d'ADN de progressivement s'activer pour laisser le processus naturel d'ascension se produire revient à acquérir la clé de notre souveraineté. Alors je voudrais terminer ce tour d'horizon de l'anatomie humaine destiné à vous faire percevoir la valeur et le potentiel énorme qui sont les nôtres par une information pratique qui, j'espère, vous réjouira, c'est les 12 sens de l'être humain. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit 12 et non pas 5. Alors que se passe-t-il? Il se passe que nous avons 4 niveaux d'identité en plus de celui que nous nous connaissons, la personne incarnée dans les 3 premières dimensions et que nous croyons bien souvent être. Et donc, il y a donc des sens supplémentaires qui s'ajoutent aux 5 auxquels nous avons déjà accès dans notre premier univers harmonique. Alors, on va rapidement regarder ça ensemble. On a donc les 5 sens que vous connaissez tous, vision, audition, toucher, odorat et goût, correspondant aux 3 premières dimensions. Ensuite, il y a un sens numéro 6. C'est pas le 6e sens au sens où on en parle d'habitude. Ici, le sens numéro 6, en réalité, c'est celui qui permet la circulation de la conscience et de l'accrétion, c'est-à-dire de l'élévation de fréquence, donc de conscience. Et ce sens, en fait, appartient à toutes les dimensions en même temps, aux 12 premières dimensions. Donc, en fait, ça veut dire que nous pouvons à tout moment, grâce à ce sens, élever notre conscience. D'ailleurs, notre conscience s'élève toute seule, on n'a rien besoin de faire pour cela, si ce n'est de nettoyer régulièrement nos croyances, mais pour le reste, ça s'élève tout seul, grâce donc à ce 6e sens. Alors, à partir du 2e univers harmonique, les dimensions 4 à 6, nous avons un 7e sens qui commence à se manifester lorsque notre conscience éveillée s'en rapproche, c'est la télépathie cellulaire. Bon, pas besoin de s'étendre, vous savez ce que c'est la télépathie. Passons donc directement au sens associé au 3e univers harmonique,
les dimensions 7 à 9. Et là, il y a deux sens. Il y a le sens de la transmutation, qui est en fait la capacité de changer de forme. Et puis, il y a le sens de la transmigration, qui est la capacité de projeter notre conscience d'un endroit à l'autre, dans l'instant, disons, sans que le temps ne s'écoule. Donc, c'est instantané. Voilà, donc ce sont des sens qui sont à notre disposition une fois que notre conscience éveillée rejoint ces dimensions. Et donc, rappelez-vous, il faut que nos brins d'ADN correspondants soient activés. Donc, pour arriver à 7, 8, 9, il faut que nous ayons déjà nos 6 premiers brins d'ADN activés et que les septième, huitième et neuvième se mettent aussi en route. Et après ça, on va rejoindre l'identité de l'avatar. Et là, il y a un dixième sens qui va s'ajouter, qui est celui de la transfiguration, qui consiste à pouvoir se localiser à plusieurs endroits en même temps. Alors, tout ça paraît magique, mais j'espère que vous faites aussi les liens avec certaines histoires que nous connaissons tous et qui nous ont été racontées peut-être trop souvent comme des miracles totalement hors de portée, etc. Alors que vous voyez bien que là, nous sommes dans quelque chose de parfaitement établi. Ensuite, et ça, ce sont les deux derniers sens qui sont les nôtres et qui appartiennent, eux, à la partie non dimensionnalisée de la matrice temporelle, des dimensions 13, 14 et 15. Ce sont les sens centrifuges et centripèdes qui nous permettent respectivement de sortir de l'espace de la conscience universelle, de cet espace richi, pour rentrer en dimensionnalisation ou l'inverse, de sortir de la dimensionnalisation pour retourner, on va dire, dans les royaumes célestes supérieurs, disons-le comme ça. Voilà un petit aperçu, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, il est plus que temps de conclure, hein. Ce que nous sommes en tant qu'être humain, eh bien, vous l'avez vu, j'espère, c'est une conscience multi- et interdimensionnelle qui opère en fait sur 5 niveaux d'identité, tous actifs en permanence, ici et maintenant, mais malheureusement déconnectés du niveau le plus bas auquel nous nous exprimons pour l'instant et qui est celui de notre incarnation, où a été bloquée jusqu'à maintenant notre conscience éveillée. Nous sommes véritablement omniscients, omnipotents et omniprésents par le fait même de notre construction. Mais nous ne pouvons manifester ces qualités que lorsque notre conscience éveillée a atteint les plus hautes dimensions, la D12, le nirvana, qui est donc bien un état d'être réel et non un but chimérique utilisé par des 68 heures qui auraient un peu trop tiré sur leurs joints. Alors pourquoi vous ai-je transmis toutes ces informations sur ce que vous et moi sommes en vérité? Car tant que nous restons dans l'ignorance, il n'y a aucun moyen d'acquérir notre souveraineté. Il n'y a même pas moyen, d'ailleurs, de comprendre l'idée que cette notion de souveraineté pourrait avoir un sens. Voici donc ce que j'espère qui va se produire pour vous. Grâce à cette connaissance et surtout au ressenti que vous venez de recevoir, j'espère, sur ce que vous êtes vraiment. Eh bien, si c'est le cas, ben, vous pourrez notamment avoir une idée réelle de votre véritable potentiel. Vous pourrez aussi comprendre que vous n'êtes pas votre corps ni votre mental ego, et que ceci ne représente en fait que la plus petite partie de ce que vous êtes en vérité. Vous pourrez aussi mieux comprendre certains phénomènes que vous vivez en ce moment, certainement les prises de conscience régulières, des perceptions d'une accélération du temps, vous développez une meilleure intuition, vous avez la sensation de lire l'avenir de temps à autre, etc. Tout ça se produit pour l'instant, donc vous avez ici de quoi expliquer rationnellement toutes ces choses. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser au mieux votre potentiel, de vivre en harmonie, d'être connecté avec votre raison d'être, etc. Vous pourrez aussi savoir comment sortir, et ça c'est hyper important, des multiples pièges de conscience dans lesquels vous vous êtes laissé enfermer. Vous pourrez disposer d'une meilleure clé de lecture aussi de toutes sortes d'événements qui se produisent sans logique apparente dans le monde visible qui nous entoure. Et enfin, vous pourrez mieux percevoir le monde qui vous entoure et tel qu'il est vraiment. Et voilà. Et surtout, surtout, j'ai l'espoir que vous trouviez la motivation, le désir brûlant
de faire tout ce qu'il faut désormais pour atteindre cette souveraineté d'être humain cosmique qui est votre droit de naissance et dont vous avez été privé depuis trop longtemps. Et en parlant de faire ce qu'il faut, ben, ce sera précisément le sujet principal de notre première séance de vendredi. Le mois prochain, nous plongerons dans les profondeurs de la conscience pour mieux en comprendre la nature et savoir comment en regagner la pleine maîtrise et déjouer toutes les tentatives qui sont faites pour nous la dérober. D'ici vendredi et d'ici au mois prochain, portez-vous bien.